Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de votre émission de société. La première donc de cette saison, enregistrée comme vous en avez l'habitude au salon Habitat et Bois d'Épinal, qui se poursuit jusqu'à lundi, inclus au Centre des Congrès. 42e édition, excusez du peu, au niveau national, le second événement d'importance de la filière bois et de la construction bois. Un salon de professionnels et grand public avec plus de 250 exposants sur 25 000 m², des conférences, des animations, des démonstrations. Et en cette rentrée 2021, l'actu autour du bois est dense, très dense. Tension sur les forêts en raison des changements climatiques et des attaques de parasites. Tension sur les approvisionnements et donc sur les prix. Le tout dans un contexte sanitaire, social et sociétal où de plus en plus d'attentes pèsent sur la nature et ses forêts. Nous allons évoquer tout cela pendant une petite heure avec nos invités. Laurent Bonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à Gérardmer, merci d'être avec nous sur ce plateau. Martin Sajous, bonjour. Bonjour. Un des deux co-responsables, co-animateurs du Xylolab, l'atelier bois partagé à Épinal. On aura l'occasion d'en parler évidemment assez rapidement. Julien King-Georges, bonjour. Bonjour. Architecte, plasticien, on va dire désormais documentariste. Apprenti documentariste alors. Apprenti documentariste, voilà. Donc vous êtes installé à Golbet. Et François Duchesne, bonjour. Bonjour. Le PDG de la société Les Constructeurs du Bois et qui est basée dans l'agglomération d'Épinal. Société assez récente, mais avec pas mal de beaux projets. 10 ans quand même. Pardon ? 10 ans quand même. 10 ans, oui c'est vrai, oui, c'est vrai, déjà 10 ans, vous avez raison. Mais ça reste une jeune société quelque part, 10 ans. Alors, je l'ai dit en introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, deux remerciements aux organisateurs du Salon Habitat et Bois qui nous permettent d'enregistrer ici et à la FIBois Grand Est, la filière interprofessionnelle de la région Grand Est, qui nous accueille sur ce stand, sur son stand, ici en plein cœur du salon, en plein cœur de l'espace dédié à la construction bois. Julien King-Georges, je l'ai dit, vous êtes architecte et artiste, vous avez participé à la réalisation d'un documentaire coproduit avec, par les 4 chaînes de télévision locales de la région Grand Est. On va tout de suite en voir quelques images si vous voulez bien. Et donc j'ai parlé en introduction de l'attente autour de la forêt, autour de la nature en ce moment. Forcément, au lendemain de cette crise sociale et sanitaire, surtout sanitaire évidemment, les attentes de la forêt, du grand air sont énormes de la part du grand public et des pouvoirs publics. Oui, les attentes sont énormes, mais il ne faut pas que nous nous laissions embarquer par cette idée de l'attente, parce que si on parle de la forêt, c'est un temps très long. Et là, il ne faut pas que nous soyons déçus par l'idée de cette excitation de l'attente. La forêt, elle est ce qu'elle est, mais elle nous donne ce que nous avons besoin, mais il faut savoir l'écouter. Ça veut dire que la forêt, les arbres ont un langage. Et ce langage, il faut pouvoir le comprendre. C'est comme si je parlais en russe. Si vous ne comprenez pas le russe, vous ne comprenez pas ce que je dis. Et nous avons perdu, quand je dis nous, collectivement, notre société d'aujourd'hui, l'homme moderne a perdu ce langage avec la nature et plus précisément la forêt, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, ce temps dont vous parlez effectivement, très rapidement, il y a une différence effectivement par exemple entre le temps judiciaire et le temps médiatique, c'est deux temps différents, et c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le temps de la forêt et le temps économique, social, par rapport à toutes ces attentes qu'on en attend tous, y compris les pouvoirs publics, mais comment concilier les deux ? Comment concilier les deux ? Alors, comment concilier les deux ? C'est la vie qui concilie les deux. L'écoulement de la vie, vous savez, elle coule. Donc, voilà, nous pouvons concilier cela. Aujourd'hui, il y a le fait que les arbres souffrent à certains endroits, sur certaines latitudes, et à d'autres endroits, les arbres souffrent moins. Il faut se poser la question pourquoi. Et donc, en se posant la question, nous, à travers le documentaire, nous avons rencontré tous les spécialistes de la question. Donc on a entendu des choses que vous verrez peut-être dans le documentaire. Mais la seule chose que moi je peux retenir de tout ce parcours, quand je dis le parcours du documentaire, mais le parcours de ma petite vie, de l'endroit où je viens, c'est-à-dire le bassin du Congo, une autre forêt. Et dans cet endroit où je viens plus précisément, on dit dans la mythologie que l'être humain est fait de chair et de bois. Et que les arbres, ce sont des êtres humains comme les autres. Je dis bien des êtres humains.
parce que je traduis la langue, en fait. Ce sont des êtres vivants. Oh, pas mal d'apprentissage dans ces quelques mots, effectivement. Alors, la forêt vosgienne, Laurent Bonne, la forêt vosgienne, on sait, elle est à 2 tiers public, 1 tiers privé. Les Vosges, je le rappelle, évidemment, 3e département le plus boisé de France. Ça vous parle, ce que vient de dire Julien King-Georges, vous qui êtes très axé évidemment sur la construction bois, sur la construction écologiquement responsable. La forêt vosgienne aujourd'hui et surtout la forêt vosgienne demain. Attention, on en prend soin, on fait comme l'ONF, on exploite de façon très raisonnable et comme les privés évidemment. Votre regard là-dessus? Alors, je suis invité ici en tant qu'architecte, mais je suis aussi propriétaire forestier par héritage et en indivision. Et en fait, j'avais 2 forêts. Une forêt d'épicéa très dense en monoculture. Celle-ci est transformée en bois de construction actuellement. Et c'est pour ça que je suis aussi un peu menuisier et charpentier le week-end. Il ne reste rien de cette forêt, elle est complètement à reconstruire. Donc du coup, juste après, je vais aller au stand de l'ONF parce que je vois des choses intéressantes sur les nouvelles espèces à mettre en place pour avoir une forêt qui tienne le coup par rapport au changement climatique. La deuxième forêt, beaucoup de stands sur ce salon, oui, effectivement, concernant l'ensemble de la filière. Tout à fait. Et la deuxième forêt qui nous reste et qui se porte bien cette année, c'est une forêt mixte finalement. Alors, qu'est-ce que vous appelez une forêt mixte? Une forêt avec plusieurs essences, de feuillus, de résineux. Une forêt où les coupes ont toujours été faites petit à petit. On a prélevé le besoin dans cette forêt par rapport aux besoins de la famille. Sans jamais la raser. Et finalement, c'est une forêt qui permet d'accomplir l'entièreté du cycle de l'eau. Alors qu'une forêt de résineux sur un sol un peu plus sec ne permet de réaliser que la moitié du cycle de l'eau et donc pose des problèmes d'inondation en aval. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a forêt et forêt. Et donc dans l'avenir, il faut réussir à avoir des forêts qui permettent de conserver beaucoup plus d'eau dans son sous-sol. D'autant plus que la forêt a un autre avantage aussi par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'elle ne chauffe pas en été. Par évapotranspiration, elle garde une température beaucoup plus confortable. Donc du coup, en tant qu'architecte et urbaniste, mêler l'esprit de la forêt, la densité de la forêt, le végétal à l'habitat, c'est une solution d'avenir pour lutter contre le réchauffement climatique et l'inconfort lors de canicules. Donc on est plutôt axé sur réussir à se passer de la climatisation. La climatisation serait un souci puisque ça apporterait 5 ou 10% de consommation en plus, alors qu'on cherche à diminuer nos consommations. Il y a des solutions naturelles simples qui consistent à se mêler avec la nature. Quelque part, vous résumez tous les enjeux de la filière aujourd'hui et vous résumez tous les enjeux de cette émission pendant 1 heure. Martin Sajous, ça vous parle? Question que je vous pose à vous, puisque donc, vous êtes un des co-animateurs du Xylolab, atelier bois partagé. On en parlera juste en détail dans quelques instants. Mais un petit mot sur depuis que ce Xylolab existe il y a maintenant quelques années. Est-ce que vous sentez une sensibilisation au bois, une envie de bois de la part du grand public qui prend de l'ampleur sur Épinal, sur l'Agglo et sur l'ensemble de notre département, évidemment? Je pense que l'intérêt du public par rapport à ce matériau, il est tout temps, mais en effet, il y a des enjeux aujourd'hui qui sont de plus en plus importants, les gens en sont de plus en plus conscients. Et en effet, par écologie ou juste par esthétisme, les gens vont avoir envie de se rabattre vers ce matériau. Parce que ce matériau, quand on le regarde, on voit les rides de son passé, on voit ses cernes, son vivant. Et nous, à l'atelier, où on est un lieu où on va permettre justement de montrer aux gens, de leur apprendre à lire les traits du bois pour comprendre quelle essence c'est, comment l'utiliser, etc. Mais on sent beaucoup d'intérêt du grand public par rapport à ces questions-là. La cause environnementale, vous la ressentez aussi? On sait que 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais voilà, il y a un véritable intérêt environnemental en termes de diminution des gaz à effet de serre à faire pousser, à transformer, à utiliser, à recycler du bois? C'est évident qu'utiliser le bois plutôt que d'autres matériaux, ça a un intérêt écologique. Mais je ne suis pas sûr que les gens en soient encore entièrement conscients. Il y a besoin aussi de faire comprendre que contrairement aux autres matériaux, on n'émet pas de carbone, on est en stock. Ça, c'est une notion vraiment physique que les gens ont peut-être du mal à comprendre.
Aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus attirés par son esthétisme, le fait que c'est un matériau qui touche nos sens visuellement, l'odeur, le toucher. C'est quelque chose qui touche énormément les gens et je pense que c'est aussi intéressant pour nous en tant qu'acteurs de la filière d'aller chercher ces gens par ce biais-là, d'aller montrer les avantages de ce matériau plutôt que d'être dans une sensibilisation purement écologique qui peut des fois repousser des gens qui n'ont pas cette sensibilité-là. Et pour autant, on imagine évidemment que voilà, ça va aller crescendo malgré tout. François Duchesne, sur l'esprit du bois, sur cette envie de bois, comment vous la ressentez, vous, constructeur, de la part, alors tant j'ai envie de dire de l'ensemble de la profession, à savoir voilà, les prescripteurs, les maîtres d'œuvre, les pouvoirs publics et évidemment les collectivités territoriales, etc., que de la part de vos clients, à savoir les futurs acheteurs de logements tout simplement? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans le sens où les gens prennent conscience de l'utilisation du bois et de son côté écologique, et les matériaux de demain. Effectivement, tout ça, ça monte de plus en plus vite dans la conscience des gens, mais tout public. Hein. Vous avez évoqué les collectivités, les élus, ceux avec qui on travaille aussi quand on fait des projets globaux d'aménagement. Donc bien sûr, ils ont une conscience évidente par rapport à ça, mais on a aussi une clientèle particulière. Et moi, j'ai vu durant ces 10 années la progression quand même de la pensée publique par rapport à l'utilisation du bois dans la construction. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur un vrai bon créneau, quoi. Alors, je ne parle pas du côté marchand, hein, je parle le créneau pour que les gens changent leur mode de construction et vous le représentez dans ce que vous venez de dire là. C'est la bonne période, hein, les gens sont conscients et de plus en plus. Ça se lie beaucoup à l'écologie, à l'économie, ça se lie à l'humain. Mais je pense que le Covid nous a aussi mis en exergue tous ces points de vue par rapport aux matériaux et aux enjeux de demain. Julien King-Georges, on parle d'économie, c'est aussi une économie locale, non délocalisable. Évidemment, dans les Vosges, on n'a pas de pétrole, mais on a du bois. Et grosso modo, on peut l'utiliser de la même façon. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours regarder par rapport à l'endroit où on est. Quand on est sur un territoire, le massif des Vosges, il est boisé. Et la question que nous nous posons au niveau du documentaire, c'est de dire qu'est-ce que les gens font, comment les gens habitent-ils aujourd'hui un territoire boisé, compte tenu de toutes les questions qui nous sont posées aujourd'hui, que ce soit la question de l'environnement, la question économique, la question des savoir-faire et toutes ces choses-là. Et donc, c'était plus simple pour nous d'aborder l'écologie à partir de l'arbre, se poser la question de l'arbre, puisque les arbres, ils sont là. Et aussi, en regardant, moi quand on se pose la question de l'arbre, l'arbre est architecture, l'arbre est ressource, l'arbre est nourriture et tout ce que vous voulez. Et l'arbre est recyclable, c'est-à-dire que quand vous avez un arbre, il produit de l'ombre. Et l'ombre, c'est la question essentielle d'architecture. L'architecture est essentiellement une possibilité d'ombre. Et l'arbre est l'ombre par excellence dans la nature. Donc, ça veut dire que cet arbre qui donne de l'ombre pour les vaches, pour les agriculteurs, et en même temps, si c'est un fruitier, il produit de la nourriture, et en même temps, quand il a fini sa vie d'arbre sur pied, ça devient du bois pour construire une architecture. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme quelque chose de recyclable? Source, ressources et ressources, c'est-à-dire réutilisable. Un petit mot aux plasticiens. On vous sent évidemment habité par l'aspect artistique de cela. Oui. Vous êtes architecte, vous êtes plasticien. Oui. Aujourd'hui, les technologies associées, ou plutôt que l'on tire évidemment de la cellulose, de la matière intrinsèque de l'arbre, on n'en est encore qu'au balbutiement. Nous avons évidemment le crit bois à Épinal, d'ailleurs sur lequel nous consacrerons prochainement notre magazine d'économie régionale qui s'appelle Business, donc à suivre prochainement sur Vosges Télévisions. Le crit bois, le centre de recherche et de transfert des technologies associé à l'ENSTIB sur le campus Fibre. Voilà, on en est au balbutiement à propos de cette recherche et de l'utilisation des matériaux issus de la cellulose du bois. On fait de la mousse, on fait évidemment des isolants, pardon, mais demain, il y a encore plein de choses à découvrir. Oui, on a beaucoup de choses à découvrir par rapport à l'utilisation du bois et de toutes les transformations. Mais
ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il y a de l'innovation. La science nous apprend beaucoup de choses, mais il y a l'histoire des hommes, de la vie des hommes. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Il y a, vous savez, là, on parle beaucoup de génétique en ce moment et toutes ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez constaté que l'odeur que les arbres diffusent dans la nature, et à un moment donné, quand un arbre transpire, vous avez l'impression que le footballeur qui a joué au foot avec vous, il transpire de la même manière. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont ce qu'on peut retenir de manière intuitive. Alors tout cela n'est pas encore scientifiquement prouvé, mais les stages de sylvothérapie dans notre département sur le massif ou en plaine d'ailleurs, ça marche très fort, effectivement. Oui. Bonne. Oui, pour rebondir, au Japon, on peut faire des bains de forêt. Ça s'appelle, je crois, des shirin-yoku. Oui. Et finalement, c'est suivi par des médecins et c'est conseillé contre le stress urbain. Et les scientifiques s'y sont penchés. Ils ont analysé le fait que les arbres suaient ou transpiraient plutôt des terpènes, qui sont des molécules très bonnes pour l'organisme. Rappelez-nous le nom des terpènes, pardon. Les terpènes. Terpènes. Je pense, oui. Et, ce sont des molécules qui renforcent le système immunitaire. Et finalement, alors là, on parle de science, de Japon, de choses très lointaines. Et finalement, que nous Mais disait... il y a des séances de sylvothérapie Oui. dans notre département. Et j'ai envie de dire, au-delà de toute séance, il suffit d'aller se balader en forêt. Exactement. On peut y aller tout seul. Et dans la famille, qu'est-ce que l'on dit? On dit une balade en forêt le dimanche, une semaine de santé. Voilà. Voilà. Bah Sauf oui. que c'est vraiment en train de sacrément prendre de l'ampleur. Avant que je libère nos deux invités, à savoir Julien King-George et Martin Sajou. Martin Sajou, quelques mots, si vous voulez bien, sur le Xylolab. Rappelez-nous sa raison d'être et surtout ses ambitions auprès du grand public et puis des start-upers, tout simplement, l'économie de demain autour du bois. Alors le Xylolab, c'est un lieu On de va voir quelques images. Vous êtes hébergé au sein de Je vous en l'hôtel de l'innovation bois à La Voivre, juste à côté, pas très loin d'ici. Donc le Xylolab, c'est un lieu de création autour du matériau bois. Donc un lieu où chaque public, particulier, professionnel, association, va pouvoir venir utiliser du matériel professionnel, de l'électroportatif, tout ce qu'il lui faut. Et il va aussi pouvoir acheter ce dont il a besoin pour faire sa création. On est là pour les accompagner d'un point de vue utilisation des machines, la conception. L'objectif, c'est vraiment de simplifier cette démarche, qu'elle soit pour de la création, pour un particulier de mobilier, d'objets de déco, ou pour une entreprise, la création de l'entreprise en elle-même, donc des jeunes projets qui vont pouvoir, plutôt que d'aller chercher des investissements bancaires dès le début, utiliser ce lieu pour éprouver leur projet, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puis peut-être demain arriver avec des reins solides auprès d'un banquier. Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien d'adhérents? Et allez, un petit mot peut-être sur les quelques derniers start-upers qui vous ont rejoint. On précise aussi que tout cela, vous le faites encore en collaboration avec la couveuse de la Boîte, qui est grosso modo sur l'ensemble de l'agglomération d'Épinal, mais plus particulièrement au Voivre, au village des Voivres, dans la Vosges. Les projets en cours de développement, de réflexion, ce sont tous des projets assez innovants. Là, vous l'avez dit déjà, on a déménagé tout récemment dans un nouveau bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de l'Innovation pour le bois. Donc déjà, ça nous a fait pas mal de changements récemment. C'était ambitieux, le résultat est beau. Oui, et puis c'est un lieu de carrefour, hein. On n'est pas seul dans ce bâtiment. Il y a la communauté d'agglomération qui est présente par rapport à son pôle bois, des entreprises autour de la gestion forestière. Et puis, comme vous l'avez dit, des entreprises qui, elles, sont vraiment utilisatrices de notre atelier. Donc aujourd'hui, on a un menuisier ébéniste, Clément Le Boucher, son entreprise s'appelle L-Safe et essentiellement du mobilier industriel sur mesure en fonction des besoins. On a aussi une petite équipe qui est en train de se monter un projet de charpente, pose, donc ils font toute la préfabrication au sein de l'atelier. Puis en dehors de ces entreprises qui sont, elles, résidentes, il y a beaucoup d'entreprises de passage. Vous avez parlé du nombre d'adhérents. On a autour de 200 personnes qui sont vraiment inscrites dans la structure. Donc, bien sûr, une petite proportion l'utilisent au quotidien, mais certains reviennent un an après pour réinitier un nouveau projet.
Et allez, on est dans une structure évidemment avec des fonds publics et avec une vision, je veux dire, de politique publique. Combien ça coûte tout ça? Juste un ordre de prix, l'adhésion, l'usage à l'heure, l'usage à la journée, très rapidement qu'on donne une idée à nos téléspectateurs. Donc le bâtiment, en effet, a été construit par la communauté d'agglomération. Nous, on est une entreprise pour le coup, et on a des objectifs de rentabilité comme toute entreprise. Donc chacun va pouvoir accéder à l'atelier en payant à la demi-journée. La demi-journée coûte 33 €, et après on a des abonnements qui sont dégressifs en fonction pour les gens qui viennent plus régulièrement, disons. Et pour un particulier lambda, moi demain je vais aller apprendre à utiliser une machine à découpe laser, une raboteuse, enfin que sais-je encore, combien ça me coûte? Comme je vous disais, vous pouvez venir à l'atelier pour 33 € la Pareil. demi-journée. D'accord, Vous utilisez les Ok. machines sous réserve d'être formé. Puis on parlait tout à l'heure des odeurs de la forêt. Là, à l'atelier, vous allez pouvoir aussi ressentir les odeurs du bois. Et puis c'est assez impressionnant parce que d'une essence à l'autre, les odeurs changent. C'est aussi un univers olfactif à découvrir. À découvrir le Xylolab, évidemment, vous êtes présent sur ce salon Habitat et Bois, et le Xylolab installé en face des archives départementales, zone de la Voivre à Épinal. Merci beaucoup Martin Sajou, je vous libère. Merci à vous. Julien King-Georges, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Je vous libère aussi si vous voulez bien. Oui. Et nous allons accueillir deux autres invités. Allez-y, on va faire un petit changement de plateau. Bonne continuation à tous les deux, merci. Et donc le documentaire Quand l'écologie sort du bois à retrouver prochainement sur notre chaîne de télévision. Julien Pierrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la SCAB, la Société coopérative des artisans du bois, autrement appelée, ou depuis peu, Artipôle. Artipôle, oui. Artipôle, vous êtes installé zone Innova 3000 à Taon-les-Vosges. Pardon, je cherche mes mots. Et Walter Mignot, bonjour. Le micro. Bonjour. Rapprochez bien le micro. Donc vous êtes le directeur d'exploitation du site de Vanier, du constructeur bois Socopa. Construction, Sogopa, oui. Voilà, Tout à fait. Socopa, un des grands noms aussi vosgiens de la construction bois, mais qui s'étend à l'ensemble de notre pays, puisque vous avez des antennes désormais en Auvergne. Vous m'entendez bien? Oui, j'ai du mal avec le Ouais, micro c'est vrai, derrière, non, c'est un honnêtement, peu ça, compliqué. ça fait un écho. Je dis, Et... Socopa maintenant est présent ailleurs que dans le Grand Est. Tout à fait. Aujourd'hui, on a ouvert plusieurs agences, notamment en Savoie, à Vivier-du-Lac. Et on a un projet encore de continuer à développer vers le lac Léman, tout simplement sur la zone du Chablais. Ok, eh ben, écoutez, une belle aventure, une belle success story vosgienne à suivre évidemment, comme demain certainement les constructeurs du bois, n'est-ce pas François Deschênes? Allez, on va suivre tout ça évidemment dans les années à venir au regard des divers reportages que l'on fait sur les innovations menées par les uns les autres et puis de l'usage évidemment de tout ça par les habitants, par les Vosgiens, les Vosgiennes un peu partout sur notre département. Julien Pierrat, un petit mot d'actu et pas des moindres forcément. Nous sommes au lendemain d'une crise sanitaire, sociale, économique absolument sans précédent. Les cours, les matières premières explosent. Alors non pas évidemment par manque de matières premières, mais par une demande tellement forte que les prix s'envolent. Où en est-on aujourd'hui? On en parle déjà très largement depuis près d'un an maintenant, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, c'est vraiment très très pénalisant pour tout le monde, pour vous professionnels comme pour les clients qui attendent parfois très longtemps les livraisons. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est toujours très compliqué. Alors, il ne s'agit pas que de la matière première, mais également maintenant des produits finis, automatiquement par inertie. Je dirais qu'effectivement, la crise sanitaire Covid a accéléré le plan de relance, on va dire, à la suite. Ça s'est passé en plusieurs phases. La première phase a été la sortie du premier confinement, où les gens qui ont été confinés automatiquement ont voulu aménager la partie extérieure, les terrasses. Donc on a été pris de court sur la partie terrasse en mai 2020. Ensuite, septembre, on a eu le deuxième effet qui a été plutôt la rénovation, parce que les gens avaient le budget des vacances qu'ils n'avaient pas dépensé. Donc ils ont été plutôt dans une vision de vouloir rénover ou aménager l'habitat. Et on a vu l'accélération au niveau des carnets de commandes de la part de nos artisans, puisque la coopérative, on a aujourd'hui 180 artisans adhérents. Donc leur carnet de commandes a fortement évolué en l'espace de quelques mois. Et ce phénomène qu'on a eu au niveau local du département,
a été plutôt national, voire européen, puisque le Covid, tout le monde l'a vécu, et la relance a été phénoménale. Une demande importante qui est venue être perturbée par le marché américain, hein, parce que Trump, avec la politique du Canada, automatiquement ça a été un peu plus compliqué, donc les Américains sont venus acheter en Europe. Les Chinois, depuis quelques années, sont bien présents. Donc on a eu un manque de disponibilité des bois, essentiellement en matières premières, à partir de mars. Et bien sûr, tout ça, après, c'est l'offre et la demande. Donc les délais ont augmenté et également les tarifs, pas qu'un peu. Alors, allez, donnez-nous quelques exemples aujourd'hui. C'est quoi pour le grand public? Qu'est-ce qui est compréhensible? Un ster d'épicéa, un ster de chêne. Quelles informations vous pourriez précisément nous donner pour qu'on comprenne l'impact et l'importance de cette crise en termes de matières premières? Alors, on va dire tout ce qui est bois massif, ce qu'on peut trouver en local. On est à peu près sur entre 25 et 30%. Tout ce qui est sur de l'industrie européenne, donc les bois travaillés, KVH, lamellé-collé, contre-collé, on est jusqu'à du x3. Donc 3 fois plus cher. 3 fois plus cher, 3 fois plus cher. entre mars et le mois de juillet. D'accord. Voilà. Alors je ne vous cache pas que c'est très compliqué parce que la coopérative, nous, on est là pour faire de l'approvisionnement et de la distribution pour les chantiers. Et il a fallu qu'on explique ce qui se passait parce que les médias, je dirais, ont tardé un peu à en parler. Hein, donc le métier en lui-même, on le savait ce qui se passait, sauf que le grand public n'a pas été informé. Alors nous, on en a parlé dès l'émission de l'année dernière, Oui. cette même émission qu'on n'a pas fait ici, notamment pour des raisons sanitaires, mais qu'on a fait dans notre studio. Et c'est vrai qu'en fin d'émission, on a commencé à se projeter, à voir poindre à évoquer cette problématique qui a pris de l'ampleur effectivement dès le début de l'année 2021. Qui a pris une ampleur très importante. Et aujourd'hui, il faut quand même bien réaliser que ce sont les artisans qui sont obligés de pallier parce qu'ils n'arrivent pas à répercuter les tarifs sur le terrain. Quand vous avez fait signer des devis il y a 6 mois en arrière, c'est toujours très compliqué d'aller revoir son client en lui expliquant que ça a augmenté de 20, 30 ou même x3. Donc aujourd'hui, on a des entreprises artisanales qui rognent leur marge en espérant que ça ne vienne pas une partie en souffrance pour 2022. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet de communication, que ce soit par les médias, mais eux également, les artisans, doivent en parler à leurs clients. Parce que c'est vraiment très important s'ils veulent continuer à pouvoir faire les chantiers. Il faut que les clients comprennent qu'il y a peut-être la possibilité de revaloriser un petit peu les devis pour qu'on soit sûr que ça se passe bien. Très clairement, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là. François Duchesne ou Walter Mignot, cette problématique auprès du particulier, vous arrivez à la diffuser, à la transmettre? Aujourd'hui, on essaye de la diffuser. L'impact, malheureusement, alors si on parle des commandes en cours, aujourd'hui, Socopa est un constructeur de CCMI. Donc aujourd'hui, tout le carnet de commandes qui était pris est à perte sur les bois, puisque les contrats n'étaient pas révisables. Donc aujourd'hui, toutes les hausses de matière ne sont pas répercutées. Depuis le mois d'avril, aujourd'hui, nous avons indicé nos contrats, tous les nouveaux contrats, afin à ce qu'ils soient révisables et sur un indice BT. Bon. Après, l'indice BT est un indice de construction qui ne reflète pas que le bois non plus. D'accord. Qui est un indice généraliste qui est très compliqué, qui a des mécanismes qui ne sont pas ceux du bois. Donc, c'est un indice, ça permet de réviser les contrats. François Duchesne, est-ce que c'est une opportunité pour les premiers transformateurs locaux, à savoir Vosgiens ou région Grand Est, d'entrer sur le marché cette crise? Quid de l'approvisionnement en local? On sait évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, mais voilà, et dans les Vosges, les constructeurs, les artisans, les particuliers utilisent du bois qui vient parfois évidemment, même beaucoup d'ailleurs, en dehors de la région Grand Est, pour ne pas dire, voilà, on a du bois allemand, suisse, autrichien, etc. Cette crise, elle dit quoi? C'est une opportunité de reconcentrer localement les sources d'approvisionnement? Oui, tout à fait. Je pense que les entrepreneurs du bois, notamment ceux avec qui on travaille, ont recentré leurs appros sur des scieries locales et ont réfléchi sur de nouveaux modes de construction. J'étais ce matin, ils sont derrière nous chez Certelet,
qui viennent d'inaugurer une nouvelle ligne de production totalement basée sur des appros locaux, avec même des bois malades. On parlait des bois malades. Ils ont investi dans ce système-là qui permet d'utiliser dans la construction les bois qui sont atteints du bostryche, et ils ont une politique d'approvisionnement local avec du petit faiseur. Donc, ils ont un peu lissé Avec pardon, j'ai pas entendu. du petit faiseur, du petit scieur ou du petit fournisseur. Ils ont démultiplié leurs fournisseurs, leurs approvisionnements locaux. Donc ils ont un peu lissé ce que peuvent voir un négociant comme vous l'êtes ou un gros constructeur. Donc effectivement, ça peut être une opportunité pour les plus petites structures. Laurent Bonne, Non, moi, sur cette opportunité de poursuite du développement, de l'exploitation évidemment raisonnée de la forêt vosgienne, de la forêt du massif, si on généralise un tout petit peu, c'est une opportunité? Oui, parce qu'en fait, chaque crise est une opportunité. Et au début, je ne comprenais pas, puisqu'on avait du bois visible partout, sec, au bord des chemins. Visiblement, il y avait des échos comme quoi la filière n'acceptait pas forcément le bois bostryché. Donc du coup, j'ai transformé le mien pour ne pas le perdre. J'ai donc pris des analyses de l'ONF qui disaient qu'à part un petit bleuissement, c'est-à-dire un champignon qui n'attaquait pas le point de vue structurel du bois, donc c'était juste un petit défaut visuel, le bois était bon. Du coup, j'ai transformé du bois sec, et ça c'est un avantage, puisqu'en fait la filière a du mal à trouver du bois sec. Le problème du séchage du bois, c'est important, puisque c'est aussi une consommation d'énergie. Donc on peut utiliser du bois qui est local, déjà partiellement sec, parfaitement sain structurellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément parler de bois malade. C'est du bois bostryché. C'est-à-dire qu'il a été cercené, séché sur pied par un insecte. Alors bostryché, c'est, pardon, j'ai pas... L'insecte s'appelle le bostryche. Et en fait, donc l'insecte pond entre l'écorce et la partie vivante de l'arbre. Les larves ensuite se développent, elles vont cerner l'arbre, empêcher la matière vivante de monter. Donc en fait, il va sécher sur pied. Ou scolité, si je peux me permettre. Scolité, oui, bien pour sûr. le grand public. Pardon, Scolité, voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Oui, pour moi, il y a des limites quand même. Il y a quand même des limites sur la notion d'utiliser des bois bostrychés. Aujourd'hui, on peut utiliser des bois bostrychés. On en a utilisé en tant que constructeur. Par contre, on peut le faire les premiers mois derrière l'attaque de bostryche. On ne peut pas le faire un an après. Un an après, on a des attaques de champignons, on a autre chose. Et on a une destruction mécanique qui ne va plus pour nos structures. Donc, il faut faire vite. À modérer. Oui. Il faut agir vite. Il faut agir vite. Il faut agir vite. Un petit mot sur le travail localement, notamment de l'ONF, l'Office national des forêts évidemment. Je rappelle que voilà, les 2 tiers, contrairement à l'ensemble, aux statistiques françaises, dans les Vosges, les 2 tiers de la forêt est publique, domaniale ou communale, et 1 tiers de la forêt privée. Dans le reste de la France, où la moyenne en France c'est plutôt le contraire, c'est 2 tiers privés et 1 tiers public. Voilà, c'est une petite spécificité vosgienne. C'est une problématique qui est prise à bras-le-corps, évidemment, cette rapidité de sortir les bois de la forêt pour les exploiter le plus vite possible, pour garder évidemment un maximum de valeur. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet. Ce serait plutôt à des scieurs et des gros scieurs, voilà, exploitants forestiers aussi. Voilà. Pour autant, mécaniquement, oui, il faut le faire dans les mois qui suivent, tout simplement parce qu'on ne peut pas conserver la ressource en l'état dans la forêt. Voilà, très clairement. Et après, en ressources locales, je tenais juste à préciser, parce que je rejoins mon confrère, Socopa est passé quand même de 2 à 3 fournisseurs aujourd'hui en termes de produits bois, de produits finis bois, à 7 à 8 aujourd'hui en l'espace de 6 à 7 mois. Tout simplement pour la disponibilité des matières, et tous ces nouveaux fournisseurs sont locaux. D'accord. C'est important à souligner. En tout cas, ça a permis Pardonnez-moi, de resserrer... je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que précédemment, les fournisseurs, des fournisseurs locaux, plutôt que des fournisseurs qui viennent de loin, c'était votre cheval de bataille ou votre priorité? Alors, pour moi, personnellement, oui, ça l'a toujours été. Après, aujourd'hui, on ne parle pas un petit peu, et il y a un argument, en tout cas, qui est important sur le massif et sur les Vosges, c'est qu'il faut transformer cette matière. Et aujourd'hui, Socopa a de gros besoins en volume de bois. Et aujourd'hui, tout ce qui est industrie du séchage, rabotage et faire des lamelles de KBH, aujourd'hui, localement, on a un problème. KBH, qu'est-ce que vous appelez KBH? Pardon, c'est du bois à bouter. Des bois reconstitués à bouter. Voilà. Voilà. Prêt à être transformé en poteau-poutre. Avec une qualité mécanique. Ok. Un bois plutôt industriel.
Julien Pirat, c'est une grosse problématique de la filière, je veux dire, de seconde transformation et donc après de la filière de la construction bois pure et dure, parce qu'évidemment, un constructeur bois, bah, il dit, moi j'ai besoin alors j'ai pas les termes, évidemment, de tel produit, à telle dimension, etc. On sait que c'est compliqué sur notre département de fournir l'ensemble des produits finis, directement exploitables par les transformateurs, par les installateurs, par les fabricants que sont les constructeurs bois. Est-ce que ça va de mieux en mieux malgré tout? Ça va de mieux en mieux. On va dire. Ça veut dire qu'il y a encore un oui, petit bien bout sûr, de chemin. mais, Voilà. mais parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a voilà, l'industriel n'a pas attendu. Il faut bien comprendre que je pense que l'industrie, on parlait des Allemands tout à l'heure, ils ont pris le problème un peu à l'envers ou bien plus tôt que nous. Vous n'avez pas de scierie dans tous les villages. Nous, on a encore ça. Je veux dire, aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui se sont modernisés. Il y a eu des gros investissements dans les 15 dernières années sur le département. On commence à avoir des acteurs. D'accord ? Après, il y a eu aussi un changement d'habitude de la part du terrain. Il y a encore peu de temps, on n'avait que du bois massif. La découverte du KVH en chevronnage ou autre sur des charpentes, c'est tout nouveau. Donc la volumétrie... pardon, je me permets de repréciser, à savoir du bois déjà travaillé, déjà séché. Déjà séché. Abouté séché. Abouté séché. D'accord. Donc on a eu une demande qui a évolué beaucoup plus vite que la disponibilité locale des produits séchés. Aujourd'hui, je pense que la crise va rebattre les cartes automatiquement. Et je pense que chacun d'entre nous, on a tous envie d'être en local. Après, il y a un marché tarif, il y a un marché volume. Donc, et il y a différents acteurs. Après, si on peut aider à cette mise en place, on le fera, il n'y a pas de problématique. Par contre, on sait que les décisions qui vont être prises en 2021, la disponibilité volume, elle sera 2023. Parce que le temps de faire des investissements, le temps de mettre les machines en place et le temps d'envoyer les premiers volumes, ça ne va pas se résoudre demain matin. Voilà. Mais et il faut que demain, nos intervenants soient aussi forts que les Allemands. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que la source, on l'a. La main-d'œuvre, je pense qu'il n'y a pas de différence d'un pays à l'autre en Europe. Le coût main-d'œuvre, il est quasiment. Rapprochez bien le micro. Le coût main-d'œuvre est quasiment le même. Donc je pense qu'on peut être très compétitif. Donc vous appelez de vos voeux, on l'a bien compris, des acteurs industriels suffisamment puissants, suffisamment importants, qui amènent un investissement suffisamment important pour faire des grosses unités de seconde transformation. Je vais y arriver. Mais ça, c'est déjà parti. C'est déjà dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Ouais. Par contre, j'aimerais préciser... À savoir, quelques... on a des industriels français aujourd'hui qui lancent des lignes de production. On en a nommé un tout à l'heure, mais il y en a d'autres au niveau du territoire. Donc, on parlait de Certelet à Provenchères-sur-Fave, c'est ça? Oui, ou d'autres en France. Okay. Après, je voudrais juste préciser quand même, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a un marché, on a des acteurs européens, et eux, ils vont où ils peuvent faire de l'argent. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils se sont tournés vers les Américains ou autres, donc on a eu beaucoup moins de volume disponible. C'est important de comprendre que les fournisseurs locaux, alors locaux, c'est dans un périmètre à 200 km, Grand Est, ils sont restés avec leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié leur marché historique en accompagnement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu des augmentations à x3 en local. D'accord. Et ça, c'est important de le préciser, c'est que c'est des gens qui ont pris la décision de rester avec leurs propres clients. Et ils n'ont pas été faire de la spéculation avec de nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, si on a pu nous livrer l'ensemble des chantiers sur 2021, c'est parce que les acteurs locaux ont été présents. Ok. François Duchesne, pour ce qui est du grand public, quel impact de tout cela demain? Parce qu'on le voit, on a vu quelques images tout à l'heure de l'hôtel Innovation Bois, du siège de la communauté d'agglomération à Épinal qui est en cours de finalisation. Il y a les maisons à ossature bois pour les particuliers qui sont de plus en plus demandées de la part des particuliers. Ça va dans le bon sens, tout ça? Oui, tout va dans le bon sens. On prend de plus en plus de parts de marché avec la construction en bois. On voit aujourd'hui, moi je suis placé un peu en parallèle avec les constructeurs parce qu'on travaille avec les constructeurs, mais nous on va vendre déjà à des ensembles complets on parlait tout à l'heure de collectivités et d'élus. Et aujourd'hui la demande elle se positionne
à chaque fois sur une construction en bois. Donc tant qu'on va continuer à promouvoir et à développer ça, on va tendre la filière vers le haut. On voit quelques images là, à l'antenne donc du futur siège de la communauté d'agglomération d'Épinal, un bâtiment en bois évidemment exemplaire. On va voir tout de suite quelques images si vous voulez de votre bâtiment, enfin de votre. Alors on ne peut plus parler d'immeuble, on parle de quoi pour ce qui est d'un immeuble, d'un bâtiment en bois de 2-3 étages, écologiquement responsable, dans les écoquartiers, etc. Donc c'est sur l'île Bragard évidemment, les constructeurs du bois. On va voir quelques images. On parle de quoi Certains appellent ça des logements intermédiaires, mais parce qu'on parle plus logement d'immeubles. intermédiaire. Intermédiaire. Bon. Je pense pas que c'est pas satisfaisant. Non, ça reste des immeubles. Ils ont 2 ou 3 étages. Voilà. Voilà, on les voit. Qu'est-ce qui a mené la réflexion, les ambitions avec ce bâtiment en construction à Épinal? Là, on a mené une réflexion avec les élus, comme je disais tout à l'heure, où l'idée c'était de faire quelque chose sur un friche industriel et d'apporter une plus-value aux friches. Et puis également, ce qu'on a aussi essayé de faire transparaître dans cette réflexion-là, c'est de penser en masse sur des produits et des bâtiments de demain, tout à fait en opposition avec Bitola qui est derrière, avec des bâtiments qu'on déconstruit, quoi. Donc du coup, on a aussi travaillé sur la déconstruction sur ce site-là. Alors, est-ce que vous en assurez une longévité plus importante? Non, mais par contre, le jour où on le déconstruit, c'est beaucoup moins problématique qu'un bâtiment en pierre. Alors, moins problématique et moins polluant. Et moins polluant. Notamment parce que c'est moins polluant. Et après, ça durera tout aussi longtemps. La construction en bois, il faut toujours s'échapper de l'image des 3 petits cochons avec la succession des constructions où le bois est mal vu et que la pierre et le bâtiment qui termine. Le bois a la même durée de vie. À partir du moment où on entretient un bâtiment, il n'a pas de durée de vie en soi. Il faut l'entretenir et chaque bâtiment nécessite une charte d'entretien particulier par rapport aux matériaux utilisés. Allez, on prend la direction de Gérard Armé, si vous voulez bien. Laurent Bonne, on a présenté sur notre antenne, dans le cadre de notre journal télévisé de 18h, les lancements de travaux d'isolation et de rénovation énergétique d'un bâtiment géré par le bailleur social Le Toit Vosgien. Le Toit Vosgien, c'est un des 3 bailleurs sociaux sur notre département. On va tout de suite en voir quelques images. Un petit commentaire évidemment sur ces images. L'idée, c'était d'améliorer évidemment l'efficacité énergétique de ce bâtiment en utilisant en très grande majorité, même quasi exclusivement, des matériaux biosourcés. Racontez-nous ça. Oui, c'est cela. Alors en fait, depuis très longtemps, le Toit Vosgien a une logique de construction bois qui date de plus de 20 ans. L'apogée de... Avec des bâtiments basse consommation, voire désormais positifs. C'est ça. Et donc l'apogée de ces constructions de logements neufs, ça a été le R+7 en paille, bois paille, Jules Ferry, enfin dans la rue Jules Ferry, résidence à Saint-Dié. Donc c'était une première nationale, une première européenne. C'était le bâtiment phare de la construction bois-paille stockant du carbone. Et qui reste une référence. Et qui reste une référence. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais ça reste une référence en France. On attend les concurrents. Alors bien sûr, l'architecte c'était ASP Architecture, Antoine Pagnot, mon confrère de Saint-Dié, avec Terre Énergie, le bureau d'études également de Déodacie. Ensuite, le Toit Vosgien a changé de stratégie. Ils se sont dit on fait des bâtiments neufs très performants, c'est parfait. On stocke du carbone, c'est très bien. Mais du coup, la politique qui est lancée depuis quelques années, c'est de rénover l'ensemble du parc existant, qui était un parc de bâtiments maçonnés qui datait des années 70, d'avant 1974, donc non isolés. Et d'en finir avec ces passoires thermiques et d'attaquer un programme d'isolation performante au-delà des normes actuelles. C'est pour ça qu'on est déjà prêt pour la réglementation environnementale 2022. Alors, puisque vous êtes carrément en avance. Oui, voilà. On met déjà en pratique. En termes de performance énergétique. Puisque le manteau isolant de ces bâtiments, c'est 30 cm de laine de bois. On va revoir quelques images de ce bâtiment à Gérardmer, donc en cours de rénovation, des images de Loïc Villet. Voilà. On ne l'a pas vraiment en image, mais l'idée, c'est de rhabiller l'ensemble des murs périphériques avec des panneaux de laine de bois de 30 cm, fabriqués à Golbet. On va les citer, évidemment, chez Pavatex. 30 cm, ça n'a tout simplement jamais été fait.
Des panneaux de laine de bois d'une épaisseur de 30 cm. C'est ça. Alors du coup, ce projet, c'est une première sur plusieurs points. Déjà, c'est le premier projet du plan de relance départemental en logement social. Donc du coup, il y a une dynamique également de financement de la transition énergétique. Beaucoup de financement en ce moment. Beaucoup de financement, oui. Et puis, habituellement, donc, depuis plusieurs années, on isole en 30 cm de laine de bois en faisant 3 couches de 10 avec une isolation intermédiaire. La Pavatex a sorti un produit qui s'appelle le PavaWall, qui permet en une couche de coller directement l'isolant sur la façade et ensuite d'avoir une finition enduite. Donc, Quel est l'intérêt de cette monocouche? Alors nous, on y gagne beaucoup de temps. Ah. Parce qu'en fait, avant, on utilisait, pour être plus précis, les 3 couches et les isolants souples pour passer la ventilation par les façades. Maintenant, on passe par les anciennes cheminées de ventilation à l'intérieur des bâtiments. Et donc, du coup, on peut attaquer un chantier beaucoup plus rapide en collant directement une seule couche à enduire. Voilà, on est aussi rapide que la base de ce qui se fait actuellement en polystyrène enduit. Sauf que nous sommes beaucoup plus performants. Et logiquement, de façon très logique, il y a aussi beaucoup moins de ponts thermiques. Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Donc on est vraiment dans la haute performance. Les matériaux, Walter Mignot, les matériaux, énorme évolution évidemment. On en voit évidemment sur ce salon Habitat et Bois. On peut aller toucher, manipuler, expérimenter, que sais-je, de la laine de bois, de la paille, de la ouate de cellulose, enfin tous les matériaux biosourcés très, très performants. Ça aussi, c'est dans l'air du temps et ça s'inscrit durablement dans l'air du temps. Bien que, si je peux me permettre, on va enfoncer aussi quelques portes ouvertes malgré tout, le lobby de la laine de verre reste assez présent, on est bien d'accord. Alors oui, on parle de plus en plus de matériaux biosourcés. On peut parler aussi de laine de mouton. Ou, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de matériaux aujourd'hui qui voient le jour. Aujourd'hui, malheureusement, je vais être un peu plus réducteur sur ce point de vue. En tout cas, encore que la laine de bois, il n'y a pas de souci, est un matériau aujourd'hui industriel qu'on peut employer tous les jours. Mais il reste cher, en tout cas pour le particulier, et il n'est pas au prix de la laine de verre. Voilà. Il faut aussi penser à volumétrie et industriel. Quand on parle de la paille tout à l'heure, aujourd'hui, j'étais dans une réunion la semaine dernière, on n'a pas d'industriel de la paille encore pour remplir nos ossatures sur les volumes dont on a besoin. Peut-être demain. Sans doute qu'il faut créer des vraies filières avec des vraies industries, du biosourcé, pour qu'on puisse l'employer. Alors d'ailleurs, petite parenthèse si je peux me permettre, parce ça fait plusieurs fois qu'on parle de paille dans le cadre de cette émission. La paille, j'ai envie de dire, sur les maisons individuelles privatives, on est sur des bottes de paille empilées les unes au-dessus des autres, très simplement, recouvertes de chaux, évidemment, par rapport à l'aspect et l'isolation, etc. En revanche, pour ce qui est du collectif, dites-moi si je me trompe, hein, mais on est sur des pailles qui sont généralement enfermées dans des caissons de bois. Alors, ce qui peut être intéressant pour l'utilisation des bois courts, alors bois scolité ou bois mitraillé, hein, parce que ça aussi c'est une autre problématique dont on a beaucoup parlé évidemment sur notre antenne. Donc voilà, la paille c'est soit empiler les bottes, soit des bottes de paille enfermées dans des caissons en bois, et tout aussi performantes évidemment. Ça c'est pour le logement collectif quand on veut monter très haut, ce qui était le cas à Saint-Dié-des-Vosges. Petite parenthèse fermée par rapport aux matériaux biosourcés. Oui, après, matériaux biosourcés, j'espère qu'on va en faire de plus en plus. J'espère aussi que les industries et les industriels, en tout cas, vont arriver à être de plus en plus compétitifs. Hein, parce que malgré tout, la laine de verre reste un produit, aujourd'hui, et on le voit encore cette année dans les hausses, c'est un produit de laine de verre n'a quasiment pas pris de hausse, alors qu'on a des laines de bois, malheureusement, qui ont pris des hausses très, très significatives. Honnêtement, avec des délais, on n'en parle même pas. Des images qu'on n'avait pas encore diffusées et qui me semblaient importantes de commenter. Nous voyons ici le nouveau siège de la Chambre d'agriculture des Vosges, c'est toujours à Épinal, siège qui est également celui de l'ONF, l'Office national des forêts. Et alors, chantier d'importance évidemment, très ambitieux, puisque l'intégralité du bois qui a servi à la construction de ce bâtiment, ossature bois, isolant, etc., proviennent d'un rayon de 50 km grand maximum. Donc on a vraiment, la démarche a vraiment été d'aller chercher limite les bois sur pied. Enfin non, c'est pas limite, ils ont identifié les bois sur pied et voilà, tel arbre, telle grume servira à tel usage dans le nouveau bâtiment. Un petit mot là-dessus, donc c'est possible. Après là on est sur un bâtiment exemplaire, c'est unique en France, c'est à Épinal, c'est chez nous dans les Vosges.
François Duchesne, c'est compliqué de faire ça. Oui, c'est compliqué, À, mais à des prix entre guillemets raisonnables. ouais, on va toujours parler de la notion prix et je rejoins mon voisin sur la problématique de l'industrialisation, hein. Il faut qu'on reste serein sur la diversité des matériaux et il faut qu'on reste sur des produits industriels. Parce que derrière, il y a un bâtiment et nous, on est promoteurs, on doit l'assurer 10 ans quelque part par nos assurances. Donc, il faut faire attention quand même. Après, oui, c'est possible de travailler avec une ressource locale sur un projet tel que ça a été fait là, avec une charte de distance. Mais c'est compliqué, effectivement. Et du coup, ça impose de travailler avec quelque chose d'encore plus local. Et du coup, on est moins industriel. Et on revient un peu dans les débats dont on vient de parler tout à l'heure. Et il y a toujours une opposition entre bien faire, on va être moins industriel. Si on est industriel, c'est dans l'économie, ce sera plus du local. Bon, on est sans arrêt dans cette contradiction, quoi, hein. Et ça prend plus de temps, forcément. Ouais. D'aller identifier le bois en forêt. Oui, mais par contre, on sait le faire. Sur des projets pilotes, on sait le faire. On ne pourra pas faire des quartiers entiers dans ces procédures-là, mais on sait faire des projets un par un avec cette charte. Nous, on le fait à côté de Metz, où on a pris le jeu de le faire avec la collectivité, mais c'est un dossier, c'est un bâtiment. Ok, messieurs, on aurait encore plein de choses à dire sur ce thème de la filière bois. Il y a aussi évidemment, là on n'est pas sur l'architecture, on n'est pas sur la construction, mais il y a tous les usages évidemment de la forêt, parce que tout cela doit être, comme je l'ai dit en introduction, doit aller en corrélation avec les usages de la forêt. Par les promeneurs, par les vététistes, par les chasseurs. Et d'ailleurs, je précise à nos téléspectateurs que l'Office national des forêts, sur son stand ici au Salon Habitat et Bois, donc qui se poursuit jusqu'à ce lundi inclus, propose des dégustations de gibier. Voilà, parce qu'il y a un vrai travail de collaboration qui est tout simplement indispensable entre les forestiers et les chasseurs pour partager la forêt comme les automobilistes et les cyclistes doivent partager la route. Messieurs, merci infiniment. Très bonne continuation. On va suivre évidemment l'actualité de la filière bois, de la construction bois, des matériaux biosourcés comme on le fait tous les ans sur Vosges Télévisions au travers de notre journal. Un dernier mot très rapide. Juste un dernier mot très rapide. On a fait un stand cette année pour faire la découverte des métiers des artisans. Bien sûr. Donc, et également à destination des enfants. Donc, venez voir, peut-être parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Voilà, c'est ça. J'allais dire, et vous faites bien de le rappeler, j'ai failli l'oublier. La plupart des entreprises de construction bois sur notre département recrutent. Elles recrutent, j'ai envie de dire, il suffit presque, dites-moi si je me trompe, mais il suffit de savoir manipuler du matériel électroportatif, une perceuse visseuse, une raboteuse, etc. Et avec une petite formation, on peut assez rapidement travailler, n'est-ce pas, monsieur Mignot ? Oui, tout à fait. Très rapidement, ça se confirme. Et puis, je n'ai pas le chiffre, mais je suis sûr qu'au CFA BTP d'Arches, donc qui dépend de la fédération BTP de notre département, il y a encore des postes à pourvoir en collaboration avec des entreprises. Je n'ai pas le chiffre, mais c'est quasi sûr qu'il y a des postes à pourvoir. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Et je reprécise donc que le Salon Habitat et Bois, 42e édition, se poursuit jusqu'à ce lundi inclus, tous les jours jusqu'à 19h. Lundi, c'est jusqu'à 18h, 250 exposants, des animations, des démonstrations pour les professionnels et aussi et surtout pour le grand public, pour à peu près tout savoir sur le bois dans tous ses états, comme d'habitude, bien évidemment. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt pour une nouvelle émission. C'était la